Monsieur le leader. Madame la Présidente, nous arrivons au chapitre 11, qui est le dépôt de pétition. Alors, s'il y a des pétitions à déposer, c'est maintenant ou jamais. Monsieur Rotran. Jamais. Ou le mois prochain, oui, Monsieur le leader. Monsieur Merci, Rotran. Madame la Présidente. Je dépose une pétition en forme de lettres par une dizaine de groupes comme Jewish Public Library, Cummings Center, YMYWHA, B'nai B'rith Canada, etc., le député Anthony Housefather et le député provincial David Birnbaum, une demande à la Ville de Montréal pour octroyer un toponome en honneur de Elie Wiesel avant le 2 juillet 2021, le 5e anniversaire de son décès. Je le dépose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres dépôts de pétitions? Parfait. Monsieur le leader, prochain chapitre. Le prochain chapitre, Madame la Présidente, est le chapitre 80. Alors, nous arrivons à la page 28 de l'ordre du jour du greffe. Et au chapitre 20 du chapitre 80, je serai appuyé de mon collègue Benoît Doré pour réunir les items 21 à 25. En 21, on accorde un contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif Resto Plateau. En 2002, on exerce la première option de prolongation d'une année du contrat accordé à Coforce Inc. En 2003, on exerce la deuxième option de prolongation du contrat accordé à DocuDépôt. En 2004, on exerce la deuxième année d'option de prolongation du contrat accordé aux firmes Coforce et Services d'entretien ménager Vimont. Et en 2005, on accorde un contrat à la société en commandite Transport de valeur de Garda. Merci, Monsieur le leader. La parole à Monsieur Sari. Sur quel point? Merci, Madame la Présidente. J'interviens sur le point 80-20-05. Avant de commencer ma question, c'est une observation qui va un peu s'appliquer sur l'ensemble des points sur lesquels j'ai commencé un peu à lire le sommaire décisionnel, que ce soit pour ce point-ci ou pour les autres. La même observation se répète, c'est le manque d'informations dans le sommaire décisionnel. Alors, on voit clairement qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels on s'interroge ici, qui auraient pu être évités si on avait plus d'informations, amplement d'informations, pour ne pas les poser ici en salle de conseil. Alors, sur ce point-ci, on voit qu'il y a un 20% de contingence qui compose le contrat pour un maximum de 222 545. Nous demandons pourquoi il est nécessaire pour la Ville de prévoir des contingences. Tout incident qui pourrait se produire lors de transport de la compagnie Garda serait bien évidemment de sa responsabilité, plutôt que de celle de la Ville. Par exemple, en cas de délai, dans les déplacements, d'accidents, ainsi de suite. Cela relèverait de la responsabilité du transporteur. Ici, on nomme la société de transport Garda. Quand on lit, encore une fois, le sommaire décisionnel, j'essaie un peu de voir ou décortiquer les places où on peut placer de la contingence. Et encore une fois, je trouve le 20% un peu exagéré et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sari. Monsieur le chef de l'opposition. Merci bien, Madame la Présidente. C'est sûr pour le 20.02. Donc, évidemment, on parle de corriger simplement une erreur concernant un contrat à l'organisme, l'OBNL Coforce. Donc, c'est une usine, dans ce cas-ci, qui compte 60% des personnes vivant avec une déficience, dont le salaire est subventionné en partie par le gouvernement du Québec. C'est quelque chose que nous saluons tous, sans aucun doute. Il y a près d'un an, nous avons prolongé le contrat en question à Coforce ainsi qu'à deux autres entreprises pour le service d'entretien ménager de divers bâtiments de la Ville de Montréal. Il semblerait, en vertu du sommaire décisionnel, comme quoi il y avait un lot qui avait été oublié, qui n'avait pas été inclus dans cette prolongation. Donc, à travers ce sommaire décisionnel, on vient corriger cette situation. Le sommaire décisionnel est muet sur les circonstances qui ont pu mener à cet oubli ou à cette erreur. On ne sait pas si l'administration, ils ont plus de détails, mais ça fait presque un an à laquelle on vient corriger cette erreur. Donc, est-ce que pendant ce temps-là, on présume que les employés ont reçu leur salaire? Si ce n'est pas le cas, si on peut avoir des clarifications à cet égard-là. Donc, évidemment, nous allons de l'avant. Personne ne remet ça en question, mais nous apprécierons des éclaircissements fort importants sur cet enjeu-là. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Doré.
Merci beaucoup. Alors, en droit de réplique sur les 2 points mentionnés, donc en 20.02, je ne verrai absolument pas pourquoi les salaires n'ont pas été versés. On peut faire cette vérification puis vous revenez, mais je ne vois pas pourquoi. Et en 20.05, oui, il y a lieu de mettre des contingences pour la variation, effectivement, des quantités. On peut voir les différentes, à l'intérieur de la pièce, on peut voir les différents transports qui sont possibles. Et puis, j'ai même posé la question sur chacun d'eux, ce que ça impliquait pour chacun d'eux. Ce qu'on voit, en fait, dans les contingences, c'est simple, c'est s'adapter au fur et à mesure où les pratiques changent dans les différents arrondissements. Alors, il y a donc des arrondissements qui peuvent parfois voir une grande affluence. Et là, ce qu'on veut faire, c'est suivre les directives qui ont été données par la direction générale sur la quantité de numéraires qui sont nécessaires, en fait, le nombre de numéraires maximal qu'on doit détenir, et à ce moment-là, aller chercher davantage de transport. Alors, la contingence de 20 % me semblait tout à fait correcte, d'autant plus qu'il y a une reddition de compte par les services. Merci, M. Doré. Donc, ces points sont adoptés. M. Lilder. Madame la Présidente, je vais réunir les systèmes 26 à 2010. Et en 2006, on exerce la 2e année de prolongation des contrats accordés aux firmes services d'entretien Alphanet, Accès Services et Coforce. En 2007, on accorde un contrat transport Lacombe pour la fourniture de services de déménagement. En 2008, on conclut une entente cadre d'une durée de 3 ans avec Attache Châteauguay. En 2009, on accorde 2 contrats aux firmes suivantes, le groupe Senco et Plomberie Noël Fredette. Et en 2010, on conclut une entente de service professionnel avec Rousseau-Lefebvre Inc. pour des services d'architecture de paysage. Merci, M. Lilder. Ces points sont adoptés. Madame la Présidente, je propose de réunir les items 2011 à 2015. Et en 2011, on autorise la prolongation de contrats de location de 8 bâtiments modulaires avec la firme Williams Scotsman Canada. En 2012, on approuve une convention de prolongation de bail par laquelle la Ville loue de l'administration portuaire de Montréal les lots 2 911 192 et 3 252 195 du cadastre du Québec. En 2013, on approuve une convention de prolongation de bail par laquelle la Ville loue de l'administration portuaire de Montréal le lot 1 850 671 du cadastre du Québec. En 2014, on accorde au club de golf Elm Ridge un délai supplémentaire de 8 mois pour réaliser son obligation d'effectuer les travaux sur un emplacement situé à l'ouest de la rue Joly. Et en 2015, on accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 533 340 $ pour la réalisation du projet de logement social de la coopérative d'habitation La Joie de Rosemont. Merci beaucoup, M. Lilder. M. Baudry, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Eh bien, quand je disais tout à l'heure que vous êtes ici avec une administration qui fait ce qu'elle dit, le point 80-20.15 illustre parfaitement cette situation-là. Donc, la coopérative La Joie de Rosemont, 55 unités qui vont être construites, mais ce qui est vraiment intéressant de dire, c'est qu'une majorité de ces unités-là seront des unités pour les familles. Donc, vraiment 37 unités de 2 chambres à coucher ou plus, donc pour les familles. Et on voit que c'est un besoin qui est criant à Montréal. On l'a vu cet été, les besoins, autant pour les nouveaux arrivants, les personnes à faibles revenus qui ont besoin de logements familial. On en manque cruellement à Montréal. Donc, en plus, dans Rosemont, un endroit quand même où il fait bon vivre, hein, Monsieur le maire de Rosemont, mais aussi où la valeur foncière a augmenté, dont le prix des loyers. On arrive ici avec un projet Axélogie volet 1 qui va permettre justement une plus grande offre, donc un 2,6 millions de dollars investis qui fait débloquer un projet qui ne se serait pas réalisé sinon. Donc vraiment, aujourd'hui, je vous encourage tous à soutenir ce type d'initiative. Merci. Merci beaucoup, M. Baudry. Donc, ces points sont également adoptés. M. le leader. Bien sûr, Madame la Présidente, cela nous amène à réunir les items 2016 à 2020. Et en 2016, on accorde une subvention exceptionnelle d'un montant maximal de 3 934 294 pour la réalisation d'un projet de logement social à Popex. En 2017, on exerce la première option de prolongation pour une période d'1 an de l'entente cadre conclue avec la firme Signal Service. En 2018, on conclut avec Informatique Pro Contact et 3686 035 Canada Inc. 2 ententes cadres d'une durée de 3 ans.
En 2019, on autorise une dépense additionnelle de 14 299 $ pour combler l'ajustement contractuel de 3 % du système d'émission de constats informatisés utilisé par le SPVM. Et en 2020, on accorde un contrat ascenseur Innovatec pour l'entretien et la réparation des ascenseurs Nacelle et Monte-Charge de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte. Merci beaucoup, M. Lida. M. Baudry, à vous la parole encore. Oui, encore, en fait, un autre projet très intéressant au niveau de l'habitation. 95 unités qui viennent s'ajouter à notre stratégie de 12 000 logements, donc, dont 25 unités familles, un projet mené par Apopex, une organisation justement qui développe des projets d'habitation. Et maintenant ici, dans Montréal-Nord, où les besoins sont aussi très, très grands. Donc, c'est un autre projet Axélogie volet 1 de 3,9 millions ici qu'on vient ajouter au projet pour sa réalisation, encore une fois, pour répondre à ces besoins-là. Encore une fois, une donne familiale importante. 25 unités seront des unités familiales. Donc, un autre projet aussi qui montre que nos objectifs, d'ailleurs, notre bilan viendra à la mi-mandat, mais nos objectifs en habitation, on y tient et on les réalise. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Baudry. Madame Black, à vous la parole. Alors, bonjour, Madame la Présidente. En fait, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens de Montréal-Nord, comme mon collègue M. Baudry vient de le mentionner. Alors, je tiens à rappeler que c'est un projet de construction d'un bâtiment de 10 étages de logement social par l'organisme Apopex. Ce projet-là, je tiens également à rappeler qu'il est en route déjà depuis 2017. Alors, c'est en septembre 2017 que ça avait été accordé. En fait, il y avait eu un aval du projet par le comité de l'ECCU, en fait, de Montréal-Nord. Le coût du projet est quand même très élevé. Hein. On voit 23 millions qui est octroyé pour la mise en place de ce projet-là. En fait, c'est à cause du fait. En fait, l'ajout est fait surtout à cause du fait que les travaux dépassaient les coûts du programme. Alors, on parle de 70 chambres, d'une chambre à coucher, 10 appartements en fait de 2 chambres à coucher, 15 appartements de 3 chambres à coucher. Alors, il ne faut pas oublier également que ces projets dans le secteur, surtout que c'est près du boulevard P9, on sait que le boulevard P9 est actuellement en grand chantier et qu'il y a une requalification complète du secteur qui est en cours. Et la création de ces habitations-là fait en sorte que ça génère d'autres besoins dans le secteur aussi. Alors, qu'on parle de parcs, d'espaces verts, d'infrastructures également, parce que des logements comme ceux-là amènent en fait une nouvelle population, des familles, des enfants. Et c'est un secteur qui est plutôt aride en termes d'infrastructures, entre autres au coin P9 et en industriel. Il n'y a vraiment pas grand-chose. On est en train actuellement de rénover un parc qui est tout près, en fait, derrière le Maxi, le parc Sabrevoix, mais c'est vraiment un petit parc. Alors, d'ailleurs, pour cette intervention-là, la Ville avait été présente. On a eu une subvention pour le parc Sabrevoix, mais je tiens également aujourd'hui à mentionner que les besoins sont encore importants et que la présence de ce projet-là, et on sait qu'il y en a d'autres dans le même quadrilatère qui sont en cours. Alors, ça fait en sorte que nous, on a certaines préoccupations par rapport à où les gens qui vont habiter ces endroits-là vont pouvoir aller pour leurs loisirs, pour justement aller au niveau des différentes infrastructures par rapport à leurs besoins. Alors, nous, il faut poursuivre dans ce sens-là. Puis on souhaite, dans le fond, nous, à Montréal-Nord, que la Ville-Centre soit toujours présente avec nous pour pouvoir faire en sorte qu'on réponde adéquatement aux besoins qui sont créés par la présence de ces nouvelles habitations-là. Merci. Merci, Mme Black. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, nous allons continuer avec la réunification des items 2021 à 2025. Et en 2021, on conclut avec Cofomo une entente cadre d'une durée de 30 mois pour la prestation de services en technologie de l'information. En 2022, on autorise une dépense additionnelle de 180 215 $, incluant les taxes contingences et une variation de quantité de l'ordre de 15,2 % pour la fourniture, l'installation et la configuration d'équipements de captation vidéo pour la salle Peter McGill et la salle du conseil municipal à l'édifice Lucien Saunier. En 2023, on accorde un contrat de gré à gré d'une durée de 3 ans à Grey Matter System Canada Inc., fournisseur unique au Canada pour la mise à jour des sites logiciels GEIP. En 2024, on autorise la prolongation du contrat accordé à la firme FinLogic Inc. Et en 2025, on autorise une dépense additionnelle de 415 174 $ dans le cadre de contrat accordé à Vesta Solutions Communication Corp. Merci, Monsieur le leader. Donc, la parole à Monsieur Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'interviens sur les points 80-20-21, 80-20-22 et 80-20-25.
Sur les deux premiers points, 80-20-21 et 20-20-22, je vais juste réitérer un peu l'observation que j'avais faite sur le point 20-05 tout à l'heure, étant que l'ensemble des informations qui devraient être pertinentes pour qu'on puisse comprendre le sommaire décisionnel ne s'y retrouvent pas nécessairement. Si on prend par exemple le point 20-21, qui me semble quand même un élément sur lequel on est très en accord, notamment pour l'évolution fonctionnelle des services des systèmes patrimoniaux, on voit qu'il y a quand même un certain manque d'informations qui pourrait un peu nous guider sur qu'est-ce qui va être réalisé, qu'est-ce qui ne va pas être réalisé, c'est quoi les échéances. Alors ça, c'est des éléments qu'on aurait pu à mettre en place sur le sommaire décisionnel. La même chose s'applique pour le 20-22. Par contre, sur le point 80-20-25, j'aimerais bien profiter de l'occasion de ce point-là, le 20-25, de ce contrat, et de rediscuter, encore une fois, dans cette salle du Conseil, du système CRAM. Ce système CRAM de la Ville de Montréal, on peut le qualifier par plusieurs éléments, notamment non efficace parce qu'il ne donnait pas les résultats escomptés, bien évidemment qu'il n'était pas fonctionnel pendant un bon bout, et non efficient parce qu'il a été très coûteux, que ce soit par rapport à son estimation initiale, que la manière avec laquelle il a été développé et conçu. Nous sommes dans la situation maintenant suivante. C'est un système qui a eu des coûts exceptionnels pour diverses raisons, et bien évidemment, comme je viens de le mentionner, son efficacité a peu clairement été très mise en doute. Ce n'est d'ailleurs pas nous qui l'avions mentionné, pas seulement nous, mais bien la vérificatrice générale qui en avait fait un dossier sans recommandation d'ailleurs. À la fin du dernier mandat, le service de technologie d'information avait commencé à redresser le projet CRAM, même si la vérificatrice conclut que le système ne pourrait probablement jamais combler les besoins et les objectifs escomptés par les villes de Montréal et par le service de police de la ville de Montréal. Enfin, bref, les travaux avaient commencé pour le reviser. Nous sommes 2 ans plus tard et nous nous demandons où en est la ville sur la question du CRAM. Nous aimerions ainsi avoir des réponses sur plusieurs questions. Premièrement, est-elle désormais satisfaite premièrement du CRAM présentement à l'heure actuelle? Si oui, est-ce alors l'option que vous vouliez vraiment avoir et mettre en place comme solution d'architecture au niveau des besoins fonctionnels du service de police ainsi que du service de la ville? Un autre point qu'on a observé, c'est que Vesta Solutions a été racheté. On peut supposer que cela va entraîner des modifications de fonctionnalités à l'interne et peut-être créer un autre dialogue et une autre interface sur le CRAM. Est-ce que la ville a discuté avec Vesta Solutions depuis son rachat? Tout ça, si on parle juste d'un seul projet, on parle juste d'un seul système et d'un seul système d'information qui est le CRAM. Mais ça me donne encore une fois, ça pose plutôt la question sur l'ensemble de l'architecture et l'ensemble d'intégration des systèmes qu'on met en place. Et je trouve encore une fois, avec l'ensemble des éléments qu'on va voter, encore une fois aujourd'hui, on a ce manque de vision. Le responsable du dossier au comité exécutif ne cesse de répéter comme quoi il y a une certaine architecture, mais à part les paroles qu'on a ici en salle de conseil, je n'ai, et en ce moment jusqu'à maintenant, aucunement trouvé vraiment qu'on a mis en place ou qu'on a dépensé de l'argent, qu'on a mis en place un contrat avec une certaine vision claire par rapport à l'architecture globale du système d'information, que ce soit pour le service de police de la Ville de Montréal, que ce soit pour les autres services et arrondissements. Alors encore une fois, on est en train de voter des millions de dollars sur trois items et avec un manque de vision d'architecture d'entreprise. Merci. Merci, M. Sari. Madame Lattanzio, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais intervenir sur le dossier 80-20-23. Alors, nous aimerions juste revenir sur un point sur le GDD. Nous lisons que la Ville de Montréal souhaite être très claire. Donc, il n'y a pas de dépendance avec Grey Matter et qu'au contraire, une réflexion sur les besoins de la Ville sera faite en profondeur au cours de l'utilisation des autres suites logicielles GEIP. Or, le contrat est d'une durée de 3 ans. Donc, 3 ans, c'est tout de même long lorsque l'on l'explique vouloir constamment être en train de réévaluer les besoins pour ne pas être dépendant d'une firme. Ceci étant dit, nous aimerions connaître la démarche entamée par l'administration récemment pour tenter de trouver une alternative aux suites des logiciels GEIP. Est-ce qu'elle s'efforce d'amorcer une transition vers un autre logiciel? Et si ce n'est pas le cas, comment va-t-elle s'assurer de respecter les bonnes intentions présentées dans le GDD? Merci.
Merci, Mme Lattanzio. Monsieur Croteau, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. En droit de réplique sur les points 80-20-21, 80-20-22 et 80-20-25. Alors, tout d'abord, vous permettrez de... J'ai les 3 points, donc j'ai plusieurs minutes pour bien répondre. Vous avez toujours le même temps, oui. Alors, tout d'abord, pour rappeler la vision du service des technologies de l'information, j'aimerais rappeler la stratégie fondamentale qui a été adoptée, mise en place par la précédente administration et qui n'a toujours pas changé. C'est-à-dire 2 éléments. Le premier, c'est de faire le bilan sur l'état de situation réel de nos systèmes informatiques. Je l'ai souvent répété, on avait constaté un taux de désuétude de 90 % de nos systèmes informatiques à la Ville de Montréal et il y a eu l'adoption d'un plan décennal de remise à niveau de nos systèmes tant patrimoniaux, mais nos systèmes en général à la Ville de Montréal. Il y a 2 éléments importants qu'il faut considérer dans cette vision et dans ce plan d'action. Tout d'abord, regarder les logiciels, les systèmes informatiques de la Ville de Montréal qui ne sont pas conformes aux nouvelles réglementations et lois adoptées par le gouvernement du Québec. Dans plusieurs des cas, il faut à ce moment-là mettre à jour et adapter nos applications et nos systèmes informatiques pour être conformes aux lois. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'adoption de la loi sur la modification sur la loi sur les cités et villes, certaines réglementations ont été modifiées. Il faut apporter plusieurs modifications tant qu'à la taxation ou encore à l'octroi des contraventions. Et donc, il faut prioriser ces applications et ces modifications en lien avec notre conformité aux lois votées par le gouvernement du Québec. Deuxième élément, c'est les applications qui peuvent mettre en péril la viabilité ou l'intégrité des services de la Ville de Montréal. Par exemple, il y a des applications qui fonctionnent toujours en COBOL à la Ville de Montréal et on s'entend, la relève en informatique pour faire du COBOL, mettons qu'elle est un petit peu désuète aussi. Alors, il faut prioritairement modifier ces applications qui pourraient mettre en péril l'offre de services aux citoyens. Donc, une planification est faite en conséquence pour le travail d'architecture des systèmes informatiques et sur le déploiement du programme triennal d'immobilisation du STI en fonction de ces 2 critères prioritaires. Par la suite, un autre critère important, c'est les priorités d'offre de services aux citoyens. Comment voulons-nous bonifier l'offre de services numériques aux citoyens? Et là, il y a un ensemble de projets qui sont au PTI. J'inviterais M. le conseiller Serry, d'ailleurs, à consulter l'excellent document du programme triennal d'immobilisation où tout est indiqué, tout est inscrit, tout est détaillé et tous les projets qui sont interreliés et les projets que nous votons à chaque fois sont reliés directement. Ce plan décennal, il est connu. Je vous invite également à visiter le site Internet du service pour bien vous familiariser avec la vision développée par la Ville de Montréal, qui est une vision justement de remise à niveau de nos services des technologies de l'information et surtout une vision qui est claire et qui, je le répète, à chacune des dernières commissions des services des finances lors de l'adoption du budget, il a été mentionné à quel point le service des technologies de l'information avait relevé la barre et enfin avait une vision claire sur la transformation numérique de la Ville. Donc, vous me voyez surpris de vos propos et je vous dirais que je m'inscris en faux avec ce que vous avez mentionné. Concernant CERAM, je n'ai pas dit que c'était vous, j'ai dit que je m'inscrivais en faux. De là mon visage. Concernant CERAM, il faut juste comprendre une chose importante. Tout le monde ici va l'avouer. Dès le départ, il y a eu des erreurs fondamentales sur la manière dont l'architecture et l'octroi du contrat a été attribués. Et dès le départ, nous avons vu rapidement qu'il y avait des lacunes importantes sur le service offert et la solution technologique qui avait été retenue. Nos services ont rapidement adressé la question afin de corriger la plupart de ces lacunes. Récemment, c'est-à-dire il y a un peu moins d'une année, l'entreprise Motorola a fait l'acquisition de la solution CERAM, en fait le système qui est employé par la Ville de Montréal, auprès de Airbus, qui en était le propriétaire. Des avis de non-conformité ont bel et bien été envoyés à l'entreprise et nos services, tant du contentieux que des services des technologies de l'information, discutent afin de s'assurer que tous les points qui ne sont pas conformes au contrat soient corrigés.
Naturellement, entre-temps, nous nous assurons, au fur et à mesure, qu'il n'y ait pas de faille dans le système et que nos services de sécurité publique n'aient pas de bris de service ou de bris de communication, afin de rassurer la population, mais surtout nous assurer que notre offre de services en sécurité publique soit garantie en toutes circonstances. Jusqu'à maintenant, depuis une année, il n'y a pas eu de panne, je tiens à vous le rappeler. Les choses ont été remises en ordre. Nous continuons le travail. Cela dit, où allons-nous maintenant avec ce système de télécommunication? Et telle est la vision. On a deux options qui s'offrent à nous. Tout d'abord, soit de changer ou d'aller dans une autre technologie qui serait plus avancée, ou encore se dire que, sous peu, la technologie 5G qui sera déployée à Montréal fera en sorte justement de remplacer entièrement ce type de technologie. Alors, nous avons deux choix. Soit investir encore des centaines de millions de dollars dans une autre technologie qui, d'ici 4 ans, sera désuète parce que le 5G viendra remplacer la totalité, ou se dire que nous allons continuer à maintenir ce système en place, qui n'est pas parfait, mais nous assurer que la sécurité publique n'est pas remise en cause et faire en sorte d'économiser de l'argent et cesser de dépenser dans des solutions qui seront éventuellement à très court terme désuètes avec l'arrivée du 5G à Montréal. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Merci beaucoup, monsieur. La parole à M. Ouellet. Merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique pour 20.23. Exactement. Donc, écoutez, il y a déjà quelques éléments d'information d'ordre général qui ont été déjà émis par mon collègue Croteau, à savoir que l'ensemble de la révision au niveau informatique c'est planifié, mais on doit prioriser et on ne peut pas tout faire en même temps. Ce qui est un peu particulier au niveau du service de l'eau, c'est qu'on ne parle pas uniquement de logiciels comme on est habitué là, sur nos iPads ou même sur nos ordinateurs. On parle de quelque chose qui est à peu près unique au service de l'eau, du moins au sein de la Ville de Montréal, c'est-à-dire on a beaucoup de programmation d'automates. Donc, dans le fond, pour essayer d'automatiser le plus possible nos usines. Quand vous visitez les usines du service de l'eau, des fois, là, c'est difficile de trouver des employés parce que c'est immense, mais tout est le plus possible automatisé. Bon, évidemment, il y a des grands gains d'automatiser en termes de coûts d'opération, mais évidemment, le pendant à ça, bien, ça prend des logiciels pour contrôler ces automates. Donc, dans le fond, c'est pour contrôler les vannes, etc. On a des usines qui sont immenses et ça permet d'assurer une qualité d'eau qui est exemplaire. Donc, oui, on est en train de faire ça. Est-ce que 3 ans, bon, vous trouvez que c'est un peu long, mais en même temps, il y a des priorités extrêmement urgentes. Et de toute façon, on est dans un marché qui est beaucoup plus ciblé, niché, que par exemple dans le logiciel grand public, par exemple des suites Office ou d'autres choses. Là, on est évidemment dans des logiciels industriels, comme on peut retrouver aussi dans des raffineries, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'en 3 ans, on pense qu'on va être capable de bien évaluer le besoin pour être capable d'assurer une qualité d'eau. On ne peut pas se permettre de prendre le premier venu. On se doit d'assurer une qualité d'eau en quantité et en qualité suffisante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours agir par prudence au niveau du service de l'eau. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellet. Madame Lattanzio, c'est sur quel point? Parce que les toujours le même, étant donné qu'il n'était pas en point de réplique, j'aurais... Mais la réplique a été demandée. Je n'ai pas entendu en Il droit a de été réplique. demandé, je vous le confirme, oui. Okay. Merci. Désolée. Donc, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, les prochains items sont les items 2026 à 2030 et dans lesquels je serai appuyé par M. Ouellet pour l'instant. Et en 2026, on accorde un contrat à Simota Inc. pour des travaux de sécurisation des parois rocheuses. En 2027, on autorise un virement budgétaire de 114 000 taxes incluses en provenance du poste des dépenses incidentes vers le poste des dépenses contingentes pour compléter les travaux de mise aux normes de la plomberie et le remplacement des chaudières de l'édifice au 1500 rue des Carrières. En 2028, on accorde un contrat à Construction Arcade pour la réfection d'une chambre de vanne de 1200 mm. En 2029, on accorde un contrat à Procova pour les travaux de réfection de la toiture et remplacement des unités de ventilation du poste de quartier 39. Et en 2030, on conclut une entente cadre de service professionnel avec Ethnoscope. Merci, M. le leader. Alors, la parole à la leader de l'opposition.
Merci, Madame la Présidente. Alors, sur le 2029, ici, notre intervention ne va pas porter sur le bien fondé de la dépense ou sur une irrégularité du processus d'octroi de contrat. Visiblement, tout a été fait selon les règles de l'art. La rénovation du toit de ce poste de quartier apparaît bien sûr nécessaire et bienvenue. Or, notre question réside davantage dans le niveau de surveillance du chantier. La Ville n'est pas sans savoir qu'elle poursuit actuellement la compagnie Procova, qui a obtenu ce contrat aujourd'hui pour plus de 300 000 $ pour ne pas avoir effectué correctement et entièrement les travaux de réfection de l'Aréna Maurice-Richard, pas plus tard qu'en juin dernier de cette année. Et lorsqu'on lit le sommaire décisionnel à la page 4 de 22, donc on voit évidemment les clauses qu'on est habitué de voir au niveau, entre autres, de l'autorisation de l'AMF, qui n'était pas requise dans le cadre de cet appel d'offres, qu'également Procova ne faisait pas partie de la liste des entrepreneurs à licence restreinte de la RBQ, ni celle du registre des entreprises non admissibles au contrat public du secrétariat du Conseil du Trésor. Également, le fait que le registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants ne sont pas visés par la liste des personnes déclarées non conformes en vertu du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville. Donc, on y retrouve les clauses habituelles, mais il y a quand même une réalité présentement où des procédures judiciaires ont lieu contre Procova. Alors, l'opposition aimerait être rassurée sur la réalisation sous surveillance de ces travaux. Merci. Merci beaucoup, Mme la leader. Monsieur Miele. Merci, Madame la Présidente. J'interviendrai sur le 80-20-30 pour conclure l'entente cadre avec les services professionnels Ethnoscope. Ethnoscope est notre fournisseur depuis 2011, donc depuis belle lurette. Ma question porte davantage sur la portée du mandat. Si vous regardez les décisions antérieures, c'est la première fois, et en plus c'est un contrat de 2 ans, de 24 mois, c'est la première fois qu'il va coûter de loin beaucoup, beaucoup moins cher. On parle de 260 000 $ sur 24 mois et le montant le moins cher que nous avions payé auparavant, et c'était pour 1 an, était de 564 000 $. Maintenant, ma question est, certains pourront réagir en disant de quoi il se plaint, on paie moins cher, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que vu que c'est un taux horaire et donc un montant selon le nombre de mandats de l'adjudicataire et le nombre d'heures qu'il va passer. Ma question est, est-ce qu'on les utilise moins dans nos services ou est-ce que l'ampleur du mandat est différente en ce qui concerne tout ce qui est des travaux donc de laboratoire? Ce sont des questions que le sommaire décisionnel n'est pas en mesure de répondre, mais pourtant, donc on n'a ni un nombre d'heures allouées, on a le montant global. Ma question est donc, est-ce qu'on va s'en tenir à 130 000 $ par année ou nous allons plutôt éventuellement revenir pour augmenter le tout? Alors, c'était la teneur de ma question en rappelant que c'est un fournisseur unique depuis 2011. Merci. Merci beaucoup, M. Miele. Mme Thuillier ou Mme la leader, est-ce que vous voulez aller avant? Allez-y. Oui, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique sur le 20.30, alors, M. Miele, là, je prends vos questions à délibérer. Je pourrais vous répondre plus précisément. Ceci dit, on n'utilise pas moins les services d'archéologie, on les utilise plus. Et vous savez que c'est une entente cadre, donc c'est toujours en fonction des montants qu'on a reçus par heure ou par livrable. Donc, le montant n'est pas nécessairement moins élevé qu'avant. Les services ne sont pas moindres. Ceci dit, et vous l'avez mentionné, c'est un fournisseur unique depuis nombre d'années. Et nous savons aussi tous que le nombre de chantiers va grandissant à Montréal. Et donc, la Ville de Montréal n'est pas le seul non plus organisme public à demander des services d'archéologie parce que
presque partout où on creuse à Montréal, que ce soit la ville ou une autre institution publique ou même privée, mais surtout publique, on se doit de faire des fouilles archéologiques. Donc, il y a une grande demande pour ces dossiers-là. Peu de gens peuvent y répondre. Ceci dit, il y a peut-être une autre façon d'aller solliciter le marché. C'est ce que le service est en train de voir. Donc, c'est pour ça que c'est un contrat qui est un peu plus court, donc probablement ce qui explique le montant, mais je pourrais revenir plus précisément, répondre aux questions de mon collègue plus tard. Merci. Merci beaucoup, Mme Thuillier. Alors, Mme la leader, c'est sur quel point? Alors, c'est un retour sur le 80-20-29. À défaut d'avoir une réponse de l'administration sur les précisions demandées, nous allons voter contre. C'est noté. Alors, ces points sont adoptés avec la dissidence au point 20.29 de l'opposition officielle. Monsieur le leader, on va poursuivre. Madame pardonnez-moi, nous allons continuer de 2031 à 2035. Et en 2031, on autorise une dépense additionnelle maximale de 77 779 $ pour des services supplémentaires non prévus à la convention initiale effectuée par la firme Deloitte SENCRL lors de leur audit des états financiers de l'exercice 2018. En 2032, on approuve l'entente de collaboration relative au projet intégré Pierre de Coubertin entre la STM et la Ville de Montréal. En 2033, on approuve un projet d'acte par lequel la fabrique de la paroisse Saint-Gabriel vend à la Ville de Montréal un terrain vacant d'une superficie de 962 m² sur la rue de la Prairie. En 2034, on approuve la troisième convention de modification de bail par laquelle la Ville loue de Aquacairn un espace à bureau au 1625 rue de l'Église. Et en 2035, on accorde un soutien financier de 275 000 $ à la Société du Parc Jean-Drapeau pour le site de la Place des Nations. Merci, M. le leader. Donc, ces points sont adoptés. On poursuit. Madame la Présidente, nous allons réunir, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, de 2036 à 2038 et 2040. Alors, 2036, 2037, 2038 et 2040, à l'exclusion de 2039. Alors, en 2036, on accorde un soutien total de 460 000 $ à MIM 2042. En 2037, on autorise une dépense maximale de 450 000 $ pour rembourser la société en commandite Brennan Duke. En 2038, on approuve un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 2962-0101 Québec Inc. un bâtiment vacant situé au 8600 à 8118 Avenue de l'Épée. Et en 2040, on approuve un projet de 11e convention de prolongation de bail par laquelle la Ville loue de Place Versailles Inc. des espaces à bureaux situés à la tour du Trianon. Merci, M. le leader. La parole à M. Baisse. Merci, Madame la Présidente. 1, 5, 10, 21.1 ou 42.2 km. Il y a pour tous les niveaux. Et si vous êtes plus de spectateurs, vous pouvez vous joindre au groupe de supporters qui se rassemblent chaque année au long du parcours et venir soutenir les coureurs. Vous l'aurez bien compris, le marathon Oasis de Montréal est de retour cet automne. Il y aura lieu le 21 et 22 septembre 2019. Le demi-marathon et le marathon auront lieu le dimanche 22 septembre et viendront clôturer cette fin de semaine sportive. C'est un événement signature pour Montréal qui a pris de plus en plus d'ampleur au fil des années, notamment après 2016, avec l'adoption de la stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs. Lors de la séance du comité exécutif, mon collègue M. Parizeau a déclaré que les travaux poussent les organisateurs à changer le trajet du marathon à chaque année et que, dans l'idéal, ces derniers voudraient un parcours fixe. Cependant, nous avons peur, Madame la Présidente, qu'un tracé fixe n'enlève la dimension découverte de la ville et des arrondissements. Et cette année, le marathon passe par 4 des 19 arrondissements de la ville: Ville-Marie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont, la Petite-Patrie et le plateau Mont-Royal. À Paris, le marathon longe la Seine, traverse 6 arrondissements et permet d'en voir plus d'une dizaine. Le tracé change parfois tout en longeant le fleuve. Il ajoute 1 ou 2 monuments au parcours. À New York, le marathon se fait un point d'honneur de passer par les 5 arrondissements de la ville,
grandes comme 5 villes européennes, Dublin, Rome, Paris, Barcelone et Munich. À Boston, il part de la banlieue jusqu'au cœur de la ville. Ensemble Montréal aimerait que l'administration encourage les organisateurs à trouver un tracé plus inclusif qui rallierait le plus d'arrondissements possible. Ainsi, même si ce dernier demeure fixe, nous sommes qu'il a été pensé pour mettre en valeur les différents arrondissements. Par exemple, en longeant le canal Lachine, passer par le Fabrique Farine Rose et Vieux-Montréal, le Mont-Royal, le Stade olympique, les quartiers des musées, la place des Arts, etc. Un vrai visite express de Montréal, une manière sportive de découvrir la ville, tout en amassant les fonds pour une bonne cause. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Baisse. La parole à Madame la leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, sur le 80-20-40, alors il s'agit de la 11e convention de prolongation du bail dans la place Versailles pour les besoins du SPVM pour une prochaine année. Alors, évidemment, un service de police dans un centre commercial, c'est sûr que c'est une situation qui est un peu inusitée, mais la situation existe depuis 1993, puisque la place Versailles y habite le SPVM depuis cette date. Or, en 2012, la vérificatrice générale avait qualifié le lieu de vulnérable et propice aux fuites. Ce sont évidemment des qualificatifs particulièrement dommageables pour un centre de police, pour un service de police, et également un service des enquêtes criminelles. Donc, la Ville prévoit depuis 2014 que son service de police déménage dans les anciens édifices de Shell dans Montréal-Est. Les dépassements de coûts des rénovations depuis 2014 ont cependant ralenti le processus. Alors, on se retrouve aujourd'hui à entériner une prolongation de bail d'une année à la place Versailles en nous disant que la prolongation permettra au SPVM d'évaluer adéquatement les besoins pour justement ce service des enquêtes criminelles et qui vont éventuellement, on l'espère, déménager dans un immeuble déjà occupé par le SPVM. Alors, nous avons quelques questions à l'administration. Est-ce que le déménagement complet des services de police hors de la place Versailles est encore à l'ordre du jour? Et si oui, pour quand au niveau de l'échéancier? Et que se passe-t-il avec les immeubles de Montréal-Est? Merci. Merci beaucoup, Madame la leader. Madame De Ross, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est sur l'article 80-20.38. Les besoins de logements sociaux sont craints dans Parc Extension. La gentrification fait son œuvre à la vitesse lumière. Beaucoup de citoyennes ont été évincées par des nouveaux propriétaires suite à des rénovations ou non. Le nouveau campus de l'Université de Montréal en est l'une des principales causes. Depuis longtemps, nous étions à la recherche d'un lieu à acheter ou à exploiter pour la création de logements sociaux. Plusieurs difficultés ont jalonné notre chemin. Mais aujourd'hui, l'achat de l'immeuble de l'ancien commerce de peinture bétonnelle donne une opportunité de créer 30 logements sociaux. Avec un taux de logements vacants de 0,07% dans le quartier, l'urgence était palpable. Just want to mention that a few years ago, there was a fire in the building next to this commerce, and we were all worried. However, the fire department came quickly and put the fire out. Imagine if the fire had spread to Bétonnelle, the danger of explosion and the fire just moving on to the other residential buildings next. It was really scary, but the fact that now this building has been purchased and social housing will be created, it is very welcoming. Comme le quartier est densément peuplé et qu'il y a peu d'espace disponible pour la construction ou de la reconversion d'immeubles, cette opportunité est à saisir. Nous espérons que ce sera Apopex qui aura la gestion de projets compte tenu de leur expertise et du fait qu'ils sont bien implantés dans Parc Extension. Ils ont une excellente connaissance du terrain. Nous souhaitons aussi également que les futurs résidents proviendront du quartier, ceux qui ce nouvel immeuble a en priorité vocation à accueillir.
Merci et nous espérons qu'on peut cibler encore d'autres bâtiments à cause de manque que nous avons des logements sociaux dans Parkex. Merci. Merci beaucoup, Mme DeRoss. Mme Filato, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique sur le 80-20-40, effectivement, le déménagement complet est toujours visé. Il faut rappeler également qu'il y a seulement 3 ou en fait moins de 3 des effectifs qui sont toujours à la place Versailles. Donc, on le sait, les besoins, les effectifs évoluent, d'où l'importance du déménagement. Mais c'est nécessaire d'avoir cette période de prolongation pour permettre au SPVM, justement, de réévaluer les besoins. Merci. Merci, Mme Filato. Ces points sont ainsi adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, nous sommes à peu près là dans l'ordre du jour, là, alors ce sera le moment tant attendu de la journée et je vais réunir les items 2039 et 2048. En 2039, on approuve un projet d'entente entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de Montréal relativement à l'exécution de travaux d'infrastructure pour le centre de traitement des matières organiques de l'agglomération. Et en 2048, on accorde un contrat à Suez Canada Waste Services pour le service de conception, construction, exploitation et entretien d'un centre de traitement des matières organiques situé au coin de l'avenue Broadway-Nord et du boulevard Métropolitain-Est. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Miele, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Je m'excuse d'emblée. Vous avez regroupé parce qu'il. Alors, c'est 80.20.39 et 48. Et 48, donc les deux. Parfait, merci. Alors, j'interviendrai sur les deux, principalement, par contre, sur le 80-20-48. Madame la Présidente, nous avons devant nous un contrat de plus de 167 millions de dollars dans la stratégie de déploiement des centres de traitement des matières organiques. Cette fois-ci, par contre, pour le premier centre de biométhanisation que nous devions adjuger. Un contrat fort lucratif que nous aurions énormément de questions à poser à nos services, surtout que ce n'est pas la même technologie. Il y a du contrat que nous avons adjugé pour le centre de traitement des matières organiques de Saint-Laurent, soit il y a 6 mois. Il y a 6 mois, au mois de février dernier, nous étions réunis encore avec beaucoup de tiraillements entre l'administration et l'opposition officielle quant à la façon dont le dossier était amené. Et clairement, l'administration ne semble pas avoir appris des mauvaises habitudes d'il y a 6 mois et nous revient encore comme si c'était un contrat comme un autre, sans beaucoup plus qu'un sommaire décisionnel et 6 pages d'informations pour justifier l'adjudication de 168 millions, près de 168 millions de dollars des deniers des Montréalaises et Montréalais. Et nous trouvons que c'est inacceptable que ce soit fait de cette façon assez, je dirais, peu ouverte, en donnant très peu d'accès aux fonctionnaires pour venir répondre aux questions diligentes de la part des membres de cette enceinte. Dans ce contexte, et comme l'opposition officielle en avait fait déjà la demande lors du mois de février 2019, nous demandons à ce que cette Assemblée se transforme en comité en séance plénière. Et donc, en vertu de l'article 113 de notre règlement, appuyé de ma collègue Karine Boivin-Roy, je demanderai à ce que les services viennent défendre, répondre aux questions de l'Assemblée
je rappelle, nous avons un contrat extrêmement lucratif sur un procédé qui est différent que le dernier, soit celui de février 2019, et je pense que ça justifie amplement 90 minutes de plénière qui serait divisée par une présentation de la part des services d'une demi-heure, et ensuite que tous les élus de l'Assemblée, du Conseil puissent avoir le temps, pendant 1 heure, de poser des questions fort utiles et diligentes à cette Assemblée. Merci, madame. Oui, l'Assemblée pourrait être présidée comme ça a été la dernière fois lors de la vérificatrice générale du dépôt du rapport. Je proposerai mon collègue Bissonnette. Merci beaucoup. Monsieur Rotran, on l'a entendu. Je suis sur la principale. Je vais juste terminer avec le point de M. Limoges. Et donc, Monsieur le leader, sur la demande de transformer en comité plénier. Madame la Présidente, sur cette demande, il n'y a pas encore de l'administration. Nous avons offert de manière privée et je le réoffre de manière absolument publique. On comprend le besoin de l'opposition officielle de vouloir questionner les fonctionnaires. C'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir plus dans le mandat précédent quand nous étions dans l'opposition. C'est quelque chose, c'est une demande à laquelle nous sommes sensibles. Nous leur offrons de leur poser la question aux fonctionnaires en privé, ce qui leur permet un vraiment meilleur échange, de poser directement toutes les questions qu'ils veulent. Les fonctionnaires se sentent à l'aise de répondre parce qu'ils ne sont pas devant les caméras. Les questions plus sensibles peuvent être posées. C'est le genre de séance que nous aurions vraiment aimé avoir plus souvent lorsque nous étions à l'opposition. Nous l'avons offert en février, lors du dernier contrat. Nous le réoffrons demain matin. Alors, ça nous fait extrêmement plaisir. Mais en ce moment, nous ne voyons pas le besoin de transformer le conseil municipal en comité plénier sur cette question. Alors, notre offre est sincère et généreuse. Alors, je laisse l'opposition décider ce qu'elle en veut et ce qu'elle en fait. Merci, M. Limoges. M. Miele. Je comprends que le collègue Rotran est sur la principale, donc j'interviens. Alors, simplement pour répondre merci de l'élan de générosité du leader de la majorité, mais comment l'administration est en train de répondre de façon complètement désorganisée. Alors, là, on nous offre une séance d'information demain matin, en toute candeur, lorsque le leader de la majorité vient d'appeler l'item pour qu'on vote maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il va s'apprêter à faire? Il va s'apprêter à suspendre le point, à moins qu'il veuille que je me prononce et vote sur les 2 items maintenant, quand je vais pouvoir poser mes questions demain matin? On voit tous l'incohérence qui est amenée de la part du leader de la majorité. Mais mieux encore, je vous inviterai à aller dans le sommaire décisionnel et lire comme quoi la soumission qui a été obtenue par Suez, elle expire aujourd'hui. Elle expire aujourd'hui. Vous êtes allé chercher une prolongation de 6 mois à la soumission qui expire le 19 août 2019. Encore une fois, il n'y a personne qui le savait. Depuis 1 an que vous traitez ça. Depuis 1 an que vous avez ouvert le dossier. Depuis 1 an que vous avez ouvert les soumissions. Il n'y a personne qui a pensé à regarder. Alors, c'est peut-être une autre réponse qui vont me dire, non, il faut absolument l'adopter aujourd'hui. Alors, Madame la Présidente, c'est une récurrence totale à chaque fois qu'il y a des dossiers de matières environnementaux, de dossiers de ce département, c'est un brouhaha total. C'est un manque de respect pour cette enceinte publique. C'est un manque de respect pour les Montréalaises et les Montréalais. Vous serez à plus de 350 millions de dollars adjugés sans vouloir répondre devant le public dans une enceinte pour une question qui est fort légitime.
On n'est pas en train de demander des miracles, on est en train de demander de pouvoir questionner des fonctionnaires devant tout le monde. Alors, de grâce, refaites vos devoirs et soyez un peu respectueux des Montréalaises. Merci beaucoup, M. Miele. M. Limoges, c'est sur ce point? Oui, absolument, sur la demande de plénière. Mais premièrement, M. Miele, si vous les aviez construits vous-même à l'époque, quand c'était le temps, on n'en serait pas là. Deuxièmement, il n'est pas question de suspendre le point ou de répondre quoi que ce soit. J'ai simplement dit que du côté de l'administration, il n'y avait pas d'intention de transformer le conseil municipal en comité plénier. Il me semble que c'est très simple. La réponse est non, il n'y aura pas de comité plénier. Maintenant, il y a une offre sur la table de, si vous le désirez, demain matin, poser la question aux fonctionnaires pour bien comprendre l'essence du dossier parce que vous considérez mal informé. On peut le faire et remettre le point demain matin. Sinon, si vous n'en voulez pas, on va simplement l'adopter maintenant, puis ça va être fait. Puis c'est tout. Merci, M. Limoges. Alors, on va poursuivre, Monsieur le chef de l'opposition. C'est sur... Question, Madame la Présidente. Peut-être il faudra poser la question au greffier. Le sommaire décisionnel indique clairement que l'appel d'offres expire demain, comme l'a souligné mon collègue Miele, le 19 août. Donc, ma question à la présidence et donc au greffier, est-ce que le vote peut être reporté jusqu'à demain sans qu'on ait un report ou bien une garantie de la part du plus bas soumissionnaire pour prolonger d'au moins une journée? Cela aura un impact sur ma prochaine intervention, Madame la Présidente. Oui, allez-y. Monsieur Saint-Don? Monsieur Doré? Je pense que vous pouvez y aller. Oui? Ah oui, je vois là. Alors, aujourd'hui, on vote le dossier en orientation et le dossier final va être voté au conseil d'agglomération. Donc, jeudi. C'est donc prévu que l'adoption finale de cela, c'est prévu tel quel, que ça se fera jeudi. Alors qu'aujourd'hui, en 80, on vote l'orientation cet après-midi ou demain matin ou en quelque part n'importe quand, un peu plus tôt ou un peu plus tard. Le vote est jeudi et c'est prévu tel quel et le vote sera bien sûr valide puisque c'est tel qu'il a été prévu. Monsieur le chef de l'opposition. Merci pour la clarification. Toutefois, je pense que la question demeure. Si effectivement le vote final va être jeudi et l'appel d'offres expire demain, la question demeure. À la fin de la journée, aujourd'hui. Je vais prendre un moment avec le greffe, mais je vais peut-être poursuivre avec les autres prises de parole sur ce point, si vous me permettez. Et donc, je vais donner la parole à M. Rotran et je vous reviens. Bien, en fait, la motion sur le plénier, il n'y en a plus. Selon ce que je comprends, là, actuellement, le chef de l'opposition, votre question, c'est plus sur la possibilité de retarder le vote, c'est ça? Comme j'ai indiqué lors de mon intervention préliminaire, j'apprécierais une clarification sur cet aspect-là avant que je puisse faire une intervention supplémentaire sur le comité plénier. Oui, merci. Parfait. Alors, on va suspendre et je vous reviens dans 2 minutes. Merci.
Alors, nous allons reprendre. Je vous inviterai à reprendre vos sièges, vos places. Parfait. Alors, Monsieur le leader. Bien, Madame la Présidente, je propose de reporter le point à une séance ultérieure de notre... pas une séance, à un moment ultérieur de la séance. Genre demain, c'est à ça? l'intérieur, oui, c'est ça. Donc, dans la même séance du Conseil, non pas une autre séance, mais à un moment ultérieur. Un autre moment. Monsieur le chef de l'opposition. Question de règlement. On était en suspens sur notre proposition de la plénière. Je comprends qu'il y avait un désaccord de la part de l'administration. J'avais demandé une clarification. Je sais que le leader, évidemment, est en droit de pouvoir retirer n'importe quel item à n'importe quel moment. J'imagine que lorsqu'on reviendra avec cet item, on reviendra au même moment. Donc, sur les débats. Exactement. Exactement. Merci, d'accord. Et si je comprends bien, ma question que j'avais posée à la présidence sur le vote, est-ce qu'on peut avoir une clarification là-dessus, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez la donner ou vous voulez que je la donne, monsieur? Ben, en fait, sur la question, je pense qu'on n'a pas la réponse exacte à ce stade-ci, mais on va s'assurer d'avoir une réponse de la part de l'équipe de la direction d'ici demain. Mais de notre côté, on n'a pas les réponses à votre question. Là. Parfait. Alors, je sais que M. Rotran, vous vouliez prendre la parole sur ces deux items, alors on va le reporter également au moment où le débat va se faire. Je m'en inscris quand ça revienne. Exactement. Parce que j'ai voulu vraiment parler sur la principale. Parfait. Merci, M. Rotran. Alors, nous allons poursuivre sur les autres items. Monsieur le leader? Alors, Madame la Présidente, cela nous amène à réunir les items 2041 à 2045. Et en 2041, on accorde un contrat à l'ANCO Aménagement pour des travaux d'aménagement des secteurs Iberville-Nord et de la plaine Est du parc Frédéric-Bach. En 2042, on accorde un contrat à taux horaire à Corps canadien des commissaires Division du Québec pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité. En 2043, on approuve l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal 2019-2021. En 2044, on accorde un contrat à Saint-Denis-Thompson pour réaliser des travaux de construction du lot L0803 Nouvelles fenêtres de bois, faisant partie du projet de restauration patrimoniale de mise aux normes de l'Hôtel de Ville. Et en 2045, on accorde un contrat à Informatique ProContact pour la fourniture d'équipements pour l'infrastructure Wi-Fi du complexe Espace pour la vie. Merci, Monsieur le leader. Ces points sont adoptés. Madame la Présidente, puisque 2048 est en suspens, nous allons réunir les items 2046, 2047, 2049 et 2050. Et en 2046, on accorde un soutien financier de 2 373 000 à l'organisme à but non lucratif, l'Anonyme, pour l'acquisition et la rénovation d'une maison de chambre. En 2047, on conclut une entente cadre d'une durée de 18 mois avec Zone Technologie électronique. En 2049, on accorde un contrat à SST Consultant pour la fourniture sur demande de services de surveillance en santé et sécurité sur les chantiers de la direction de l'eau potable. Et en 2050, on conclut des ententes cadres d'une durée de 30 mois avec les conseillers en gestion informatique CGI pour la fourniture de prestations de services d'infrastructure et de plateformes hybrides. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Monsieur Baudry, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, je vais intervenir sur le point 20.46. Donc, dans notre axe 3, dans notre stratégie de 12 000 logements, il y a cet axe de projet innovant. Donc, comment on est capable de développer des projets de logement social de façon innovante? Eh bien, c'est le budget de 10 millions que notre administration a mis en place pour soutenir ces pratiques-là qui sortent de la boîte, qui ne sont pas dans les cadres habituels, mais qui sont si importants dans le développement de logements sociaux à Montréal, surtout avec les besoins qui sont criants et grands. Ici, c'est un projet d'une ancienne maison de chambre qui était
très délabré, très abîmé, avec une clientèle à grand risque, connue dans Hochelaga-Maisonneuve. Beaucoup de projets d'intervention ont été faits alentour de cette maison de chambre-là. Les acteurs communautaires s'étaient mobilisés, l'arrondissement aussi était au rendez-vous, et est arrivé le projet de l'Anonyme qui propose de reprendre cette maison de chambre-là et de la requalifier totalement, de la rénover totalement pour offrir les unités aux personnes qui l'habitaient déjà, qui étaient souvent des personnes avec des problématiques liées à la consommation, des enjeux au niveau de la prostitution, mais en offrant un chez-soi une dignité à ces gens-là. Donc ici, c'est un financement exceptionnel de 2,3 millions de dollars que notre administration vient offrir pour que l'organisme n'ait pas d'hypothèque dans le développement de ce projet-là, pour qu'elle puisse vraiment le construire de A à Z et offrir vraiment à ces personnes-là, ces 14 unités, un besoin de base que tout le monde a besoin, c'est-à-dire l'habitation, et permettre une stabilité résidentielle à tout de moins à ces personnes-là. Donc, vraiment très heureux d'avoir un partenariat avec l'Anonyme. Vous pouvez être assuré d'ailleurs que l'arrondissement va continuer d'être au rendez-vous pour le suivi de ce dossier-là. On en a parlé avec le maire d'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais, mais également les groupes communautaires, le SPVM, pour s'assurer vraiment que ce projet innovant de haut seuil d'acceptation, en fait, soit une réussite et puisse faire des petits dans d'autres endroits à Montréal où les besoins sont si grands. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Baudry. La parole à Mme la leader de l'opposition. Alors, dans la même foulée que M. Baudry, je vais poursuivre sur le même dossier 80-20-46. Alors, on s'entend tous sur le fait que la sauvegarde des maisons de chambre est très importante. Elles répondent aux besoins des populations vulnérables et constituent une première étape vers la stabilisation après un séjour à la rue. Alors, définitivement, l'accès à un logement permanent et abordable est l'une des réponses à long terme pour réduire les problèmes d'itinérance. Et comme l'a dit mon collègue Robert Baudry, nous avons devant nous un projet fort intéressant, progressiste même, qui met de l'avant une approche audacieuse et créative, le tout dans l'esprit de mixité sociale qui caractérise la Ville de Montréal. Alors, évidemment, l'opposition espère que ce précédent dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, mon arrondissement, aura un effet d'entraînement des plus positifs auprès des autres arrondissements de la Ville de Montréal. Et tout particulièrement, j'aimerais souligner le travail de l'Anonyme chez nous, dont la mission est de promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires et qui joue un rôle de transformateur social sous des valeurs de liberté, de démocratie et d'autonomie. Alors, l'Anonyme, bien sûr, se trouve ici en cohérence avec sa mission, fidèle à sa philosophie d'intervention et à ses valeurs, et en complémentarité, comme le dit mon collègue Baudry, avec tous les partenaires du quartier, dont Bâtir son quartier et le SPVM. Je reprends, suite à la conférence de presse, une citation de la directrice générale, Mme Sylvie Boivin, qui disait que le projet allait permettre à des populations traditionnellement exclues des initiatives en logement social d'obtenir une chambre convenable et sécuritaire en réduisant au maximum les barrières d'accès. Alors, bien sûr, bravo à Mme Boivin, bravo aussi à Julien Montreuil et tous les partenaires. Donc, l'opposition appuie avec enthousiasme l'administration sur la question du montage financier qui va permettre la concrétisation de ce projet. Et sur une note personnelle, je tiens à remercier les élus de l'arrondissement et mon maire d'arrondissement, M. Blais, de m'avoir inclus dans la démarche et d'avoir participé à la finalisation de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bovin-Roy. Alors, la parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'interviens sur le point 80-20-50. Et j'aimerais aussi, sur ce point-là, revenir sur un élément sur lequel je me suis exprimé plusieurs fois, notamment aujourd'hui. J'ai parlé surtout de l'importance d'avoir une certaine architecture, une vision bien claire. Et le responsable du dossier au comité exécutif, comme d'habitude, comme ce qu'il fait chaque fois, il m'invite à aller lire le PTI, à aller lire le plan décennal, ainsi de suite. Cependant, je ne voulais jamais rentrer dans ce genre de débat. J'apprécie moins un peu ce genre de conseil de la part du responsable, sachant qu'il induit un peu l'ensemble des conseillers. Monsieur Sari. Oui, c'est quand il l'aura. Parce que moi, je ne peux pas parler quand quelqu'un parle dans mon oreille aussi. Il induit. Il induit. Avec des fausses termes, des fausses expressions.
mal placé. Ça va? C'est correct. OK, je retire. Merci. C'est juste simplement pour donner un peu les termes bien clairs un peu à l'ensemble des conseillers ici. Je parlais un peu tout simplement d'architecture d'affaires. Je parlais de quelque chose qui est du terme de la stratégie et non pas en termes prescriptifs ou descriptifs des livrables. Ce qui nous invite à lire, c'est un ensemble d'un portefeuille de projets qui nous ont été présentés à la Commission de l'administration et des finances et que j'ai déjà lu et que l'ensemble des conseillers, je pense qu'ils ont lu. Et je peux vous rassurer tout de suite qu'on est une opposition très rigoureuse et qu'on lit le dossier et qu'on lit les dossiers décisionnels avant de venir et qu'on a déjà lu le PTI et qu'on a déjà lu l'ensemble du plan décennal. Alors cependant, ce genre d'invitation, un peu je les apprécie de moins en moins. Cependant, vous parlez d'aller lire le PTI, vous parlez d'aller lire le plan décennal, c'est des éléments qui nous parlent de livrables. Il tarde à arriver ces livrables-là. Il tarde à arriver vos promesses que vous avez émises lors de quelques mois. Parlons du point 2050. Nous aimerons comprendre quelque chose sur le 3e lot. Il y a maintenant quelques mois, vous-même, M. Croteau, nous avez promis que ce serait la dernière année pour l'ordinateur central tel que nous l'avions connu depuis des années. On parle ici du serveur IBM. Elle voulait, et il a probablement raison, changer de ce fournisseur parce qu'on est bloqué avec pendant des années et on est tous d'accord ici sur ce point-ci. Maintenant, on nous demande d'octroyer un contrat pour combien de mois? Pas pour 4 mois qui restent parce que vous nous avez promis 4 mois ou 6 mois, mais pourquoi 30 mois? On parle ici d'une prolongation de 30 mois, alors que nous avons l'assurance d'avoir moins d'une année pour retirer ce serveur des serveurs de la ville. Dans un deuxième temps, qui voudrait souligner qu'une firme a dit vouloir connaître les projets spécifiques. C'est très important aussi dans ce point-ci. Elle voulait savoir les projets spécifiques de la ville et que pour cette raison, elle n'a pas soumissionné. C'est-à-dire que l'appel d'offres était trop flou. Il y avait moins d'informations pour les besoins réels de la ville de Montréal sur ce projet-là. Merci. Merci, M. Sari. Madame Beauvin-Roy. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pour les rapports de la Commission permanente sur l'examen des contrats, donc le premier dossier 80-2047, Zone Technologie électronique Inc., il s'agit d'un contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions, présentant un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme, et un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Alors, il s'agissait ici de la fourniture sur demande d'aménagement de véhicules légers de type fourgon, fourgonnette, mini-fourgonnette et boîte de fibres pour camionnettes. Les membres ont constaté à l'unanimité la conformité de ce dossier. Les membres ont bien compris que l'adjudicataire, dont la seule soumission avait été jugée conforme, a soumis un prix de 24 % inférieur à la dernière estimation du service et a opté pour une stratégie de prix des plus agressives, précisément dans l'objectif d'obtenir ce contrat, ce que met également en lumière l'écart de 28 % entre les deux soumissions les plus basses. De plus, les questions des commissaires ont permis de préciser que la majorité des 7 addendums émis au cours de la période de sollicitation ne visaient qu'à répondre à des demandes de précision, des précisions techniques mineures, toutefois requises en raison du caractère spécifique de ce type de dossier. Enfin, les membres ont considéré avoir reçu des réponses adéquates à leurs questions dans ce dossier. Pour ce qui est du rapport pour le dossier 80-2048, donc je conserverai le rapport jusque le dossier sera rappelé à l'ordre du jour. 80-2049, SST Consultant Inc., il s'agit d'un contrat de service professionnel d'une valeur de plus d'1 million, pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. Alors, il s'agissait ici de la fourniture sur demande de services de surveillance en santé et sécurité sur les chantiers de la direction de l'eau potable pour une période de 4 ans. Les membres ont constaté à l'unanimité la conformité du dossier. Les membres en ont appris que 2 des 7 preneurs du cahier de charges se sont désistés en raison notamment des exigences jugées trop restrictives envers le chargé de projet et des clauses de pénalité prévues au contrat. En ce qui a trait aux raisons expliquant l'absence de soumissionnaire pour le lot 2, le service a expliqué que le marché évolue et que le contexte est présentement difficile en raison du nombre important de grands chantiers en cours dans la région. Ainsi, les pénalités pourraient être diminuées comme stratégie visant à ouvrir davantage le marché lors de la relance de l'appel d'offres. L'octroi de 3 contrats de moins de 100 000 $ depuis cet appel d'offres
a permis de constater la pénurie de la main-d'œuvre dans le domaine de la surveillance de chantier en matière de santé et sécurité. Aussi, les services de surveillance de chantier sont exclusivement requis de l'externe, puisque les agents qui surveillent les chantiers du service de l'eau doivent avoir réussi une enquête d'antécédents judiciaires. Les besoins en surveillance de chantier pour le service de l'eau sont prévus pour les 10 prochaines années. La Commission a également discuté de la possibilité que la Ville se dote d'une expertise interne dans le cadre de travaux de surveillance de chantier sur les infrastructures d'eau potable, et ce, en raison de l'expertise pointue requise en la matière et de la pénurie de main-d'œuvre à l'externe. Une recommandation, d'ailleurs, à cet effet sera probablement formulée dans le rapport annuel de la Commission permanente sur l'examen des contrats. Et enfin, le 80-20-50 CGI Inc., un contrat de service professionnel d'une valeur de plus d'1 million, pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. Alors, il s'agissait du lot 3. Et ici, d'entente cadre d'une durée de 30 mois pour la fourniture sur demande de prestations de services d'infrastructure et de plateformes hybrides. Les membres ont constaté à l'unanimité la conformité de ce dossier. Les membres ont pris connaissance des raisons pour lesquelles plusieurs preneurs du cahier de charges n'ont pas déposé de soumission. Et les membres ont bien compris l'importance des ententes qui permettent notamment de maintenir la cadence de réalisation et de déploiement des projets de développement de services numériques et la mise à niveau de différentes infrastructures en TI. Le service des technologies de l'information a expliqué prendre les moyens à sa disposition pour éviter que la Ville ne se retrouve pas dans une situation de dépendance par rapport à la firme CGI, et ce, notamment en dispensant de la formation à ses ressources internes en prévision de décommissionner les 29 applications qui deviendront désuètes au cours des 7 prochaines années. Dans ce contexte où un seul soumissionnaire a été jugé conforme, les membres de la Commission ont apprécié particulièrement l'effet que l'écart par rapport à la dernière estimation était seulement de 5 %. Merci. Merci beaucoup, Mme Bovin-Roy. Donc, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, nous allons réunir les items 2051 et 2052. Et en 2051, on conclut une entente cadre avec CIMA+, d'une durée de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois pour des services professionnels de contrôleurs de chantier. Et en 2052, on autorise l'utilisation d'une dérogation accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation permettant d'accorder un contrat de gré à gré au-delà de la limite de 101 000 $ et d'une valeur maximale de 365 000 $ pour la gestion et le transport de matières résiduelles de l'écocentre La Salle. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Alors, Madame la leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, sur le 80-20-51, rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats pour CIMA+, Société en nom collectif. Alors, il s'agit d'un contrat de service professionnel d'une valeur de plus d'1 million pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. Ici, il s'agit d'une entente cadre avec CIMA+, d'une durée de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets dans la division des projets industriels de la Direction de la gestion des projets immobiliers, donc plus particulièrement le lot 4. Les membres ont confirmé la conformité à l'unanimité de ce dossier. Le service a pu préciser que des contingences de 15 % sont prévues au contrat, dont l'écart avec la dernière estimation est d'environ 6,5 %. Aussi, les membres ont pu obtenir des précisions relatives au calcul du taux horaire selon le marché actuel, qui a été calculé sur la base du taux horaire payé dans le précédent dossier majoré pour refléter l'inflation à ce jour. Les commissaires ont également échangé sur la différenciation qui doit être faite entre les mandats de réalisation et les mandats de contrôle de projet. Ceci a permis au service de clarifier que la pratique veut effectivement qu'un contrat de vérification d'un chantier ne soit pas octroyé à la firme responsable de la réalisation de ce même chantier, et ce, pour des raisons éthiques, d'où l'existence d'ententes cadres. Les commissaires ont demandé que des vérifications soient cependant effectuées afin d'identifier précisément le mécanisme administratif qui permettra de s'en assurer. Par la suite, la Commission évaluera la pertinence d'émettre une recommandation sur cette question dans son bilan annuel. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Miellé, à vous la parole. Est-ce qu'on a appelé jusqu'à 52? Oui, jusqu'à 20,52. Alors, mon intervention
et sur le 80-20-52, Madame la Présidente, soit le contrat que nous adjugeons, non, plutôt sur la demande d'autorisation accordée par le ministère. Donc, évidemment, toujours dans la suite de la saga de Minimax qui, malheureusement, se fait sur le dos des Montréalais aussi, parce que nous avons trois d'éco-centres, plutôt trois éco-centres qui ont dû fermer à quelques reprises pendant, je dirais, la saison haute, en juin, lorsque c'est le temps de rénovation, souvent les éco-centres sont fort utilisés et c'est à ce moment-là, malgré plusieurs fois que nous avions levé le drapeau sur la saga de Minimax, que nous avions finalement, au mois d'avril dernier, enlevé et plutôt rétracté le contrat à l'entreprise suite à son inscription sur l'ARENA. Ma question est donc évidemment sur la solution. Bien, on est satisfait du fait qu'on aille de l'avant. Par contre, il y a une partie du sommaire décisionnel qui semble se contredire. D'un côté, on inscrit dans le sommaire décisionnel qu'on n'aura pas à demander une autorisation pour l'écocentre de Saint-Laurent parce que le contrat adjugé jusqu'à présent est suffisant. Et que la demande d'autorisation auprès du ministère pour l'augmentation de l'enveloppe prévaut seulement et est nécessaire seulement pour l'écocentre de la salle. Pourquoi? Parce que les quantités sont beaucoup plus importantes à cet écocentre. Ce que je ne saisis pas, c'est que d'un côté, le sommaire décisionnel dit cela, donc c'est seulement pour la salle et que pour Saint-Laurent, ce n'est pas nécessaire, mais nous sommes allés de l'avant néanmoins à demander l'autorisation pour les deux écocentres au ministère parce que la réponse que l'on reçoit de la lettre du ministre fait référence et à la salle et à Saint-Laurent pour l'ensemble du 365 000 là, j'y vais de mémoire, là, évidemment, mais bref, le montant qui nous est autorisé. Donc, ma question est lequel est la bonne réponse, soit ce qu'on nous dit dans le sommaire décisionnel, à savoir que c'est seulement pour la salle qu'on demande l'autorisation, ou ce qu'on a dans les faits procédé à demander, soit l'autorisation au ministre d'être exempté dans les deux cas, pour la salle et pour Saint-Laurent, et la réponse que vous avez en copie du sommaire décisionnel en est la démonstration. Le ministre autorise un 365 000 pour les deux écocentres. Qui dit vrai, Madame la Présidente? Merci, M. Miellé. M. Parenteau. Présidente, alors, pour résumer votre question, c'est démontré qu'on est en mode solution. Dans les faits, c'est que, en droit de réplique, effectivement, c'est démontré que dans les faits, on est en mode solution pour trouver des solutions. Comme vous avez parlé tantôt de Minimax, une fois que la situation elle a été confirmée, il a fallu agir. Maintenant, cette façon de faire, en début d'été, comme vous avez dit, il a fallu suspendre temporairement, mais malgré tout ça, les services ont travaillé fort pour assurer un service de qualité aux Montréalais et Montréalaises. Et la demande a été faite en général pour la Ville de Montréal, de Saint-Laurent et la salle, mais ça va être utilisé spécifiquement pour la salle dans ce cas-ci. Merci, M. Parenteau. Parfait. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur Miellé. Sur le 20.52? 80-20-52. 52? Parfait. Alors, c'est adopté avec la dissidence de l'opposition à 20.52. Monsieur le leader. Il nous reste 3 minutes 10 et peut-être que nous finirons le chapitre 80. Je vais réunir, Madame la Présidente, les items 30.01 à 30.03. En 30.01, on renouvelle l'adhésion au processus de certification du mouvement vélo sympathique
mis en place par Vélo-Québec pour les collectivités du Québec. En 3002, on ratifie l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat de regroupement d'achat du Centre de services partagés du Québec. Et en 3003, on approuve la modification au plan de transport 2008 quant à la mise à jour du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal. Merci, M. Luder. Alors, M. Rotran. Merci, Madame la Présidente. J'ai quelques questions concernant le 3003, qui est une modification au plan de transport, surtout sur le réseau cyclable. Ce qui est proposé est d'amener ce réseau à 876 km des pistes cyclables à Montréal, qui est vraiment exceptionnel. Ça va faire Montréal probablement une des 3 ou 4 villes au monde avec le plus grand réseau cyclisme, et ça avec Montréal comme une ville hivernale. J'aimerais indiquer que j'ai quand même des problèmes quand il y a des grands changements sans vraie consultation de la population. Le réseau Express Vélo, il n'y a rien dans le dossier qui indique combien d'espaces de stationnement va être perdu et où. Et c'est quoi les mesures de mitigation? Si je comprends, quelques de ces réseaux express sont sur les artères commerciales relativement achalandées avec circulation automobile, incluant la rue Saint-Denis. Est-ce que j'ai mal lu le dossier ou est-ce qu'effectivement l'administration municipale propose d'enlever ce qui me semble comme des centaines et des centaines d'espaces de stationnement sur une artère commerciale majeure? J'aimerais savoir, soit sur le plateau, Montréal ou ailleurs, où il y a des grands changements proposés, est-ce qu'il y a des annonces préalables pour avertir la population? 2, est-ce qu'il y a consultation de celle qui a des commentaires à faire? Troisièmement, est-ce qu'il y a des études de circulation profondes qu'on peut consulter? Parce que ce n'est pas dans le sommaire décisionnel. Je ne vois pas. Donc, j'ai absolument rien contre le cyclisme. Dans notre arrondissement, j'ai présidé un comité nordique et c'est nous qui avons proposé le cyclisme hivernal chez nous et travaillé avec les services pour offrir ce service pour la première fois dans notre arrondissement sur la piste cyclable de Maisonneuve, où on a travaillé avec les services pour acheter des équipements qui pourraient nettoyer cette piste cyclable. Sachant que le cyclisme hivernal ne va pas avoir le même achalandage que celle de l'été, mais on l'a fait. Et j'ai également négocié différentes opinions entre le STM dans l'arrondissement pour une piste cyclable sur 2 Maisonneuve à l'est de Décarie, où la proposition initiale était pour mettre ça sur le côté sud, à côté de la station Vendôme. Et pour le STM, it was a non-starter, donc on a négocié de mettre ça sur le côté nord de la rue. And it functions, ça fonctionne. Donc, je n'accepte pas les gens qui vont essayer de dire que mon intervention est parce que je suis contre le cyclisme. Je suis pour le cyclisme, des solutions pragmatiques, mais je suis également pour la consultation des Montréalaises, l'information complète, des études de circulation, et je ne vois pas ici dans ce dossier. Je sais que quelques des propositions sont moins controversées comme des autres, mais effectivement, l'administration municipale envoie ça à la population comme take it or leave it, doesn't matter. On va l'imposer, on va le faire. On n'a qu'une idée sur l'impact sur les artères commerciales où il va y avoir une perte majeure des espaces de stationnement. Madame la Présidente, ça va être un plaisir d'entendre les réponses de l'administration, surtout de m'expliquer qu'est-ce qu'il a fait pour consulter les commerçants, celles qui vont aux artères commerciales en voiture, les citoyens ordinaires des différents quartiers affectés. Est-ce qu'ils est dans le portrait? Est-ce qu'ils ont eu accès aux études de circulation majeures pour qu'ils puissent comprendre tous les impacts? J'aimerais savoir. Merci. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, je vois que l'heure est à 17 h, alors je vous souhaite bon appétit. À tout à l'heure.